C'est parti pour Fissure intérieure, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression dans laquelle on va combiner le mental en escalade et les retours d'un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des situations de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en bloc, en difficulté ou ailleurs, j'ai choisi de faire appel à Antoine Mougel, entraîneur d'escalade diplômé d'État, qui coach dans les Alpes à Chambéry, notamment des jeunes en équipe de France. Je lui ai demandé d'amener un grand volume d'erreurs sur la dimension mentale dans son sport pour que vous évitiez de zipper mentalement dans les moments qui comptent. Mon intention, c'est de vous amener des exemples auxquels vous accrochez pour mémoriser les changements à faire, des mouvements clés sur la voie du succès en compétition. On parle réellement du terrain pour que vous repartiez avec des solutions, même dans d'autres disciplines que la grimpe. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Antoine amenait ses problèmes, je répondais en offrant quelques prises de conscience pour passer en tête au sommet et réussir les ascensions qui comptent le plus dans votre vie. Des tactiques pour foirer ses entraînements jusqu'aux stratégies pour se concentrer efficacement. On aborde l'entraînement et la compétition. Tout ça, c'est du travail. Alors enfilez le baudrier, Ready to Rock vous monte en moulinette jusqu'au sommet. Bienvenue Antoine dans cet épisode. De quoi on parle ? Aujourd'hui, on va parler d'athlètes, de jeunes athlètes qui sont en haut niveau, qui sont proches de l'équipe de France et que je suis dans le cadre d'un stage. On va voir avec eux quelles sont les différences qu'il y a entre eux et d'autres grimpeurs au niveau national ou régional sur l'aspect mental. Alors, j'ai suivi pendant 8 ans en fait, des athlètes qui sont au niveau régional, national, avec certains qui étaient en équipe de France. Et encore plus là, maintenant, lors de mon stage. Et les principales différences que j'observe, c'est d'abord à l'entraînement, le refus de l'échec. Qui refuse l'échec ? C'est plutôt à quel moment ils se disent c'est impossible. Beaucoup d'athlètes que je vois qui sont à haut niveau, ils attendent pas 1, 2 ou 3 essais et ils se disent tiens c'est impossible. Quoi, ils se le disent dès le premier essai que c'est impossible ? Non, ils se le disent jamais. Ah, on est obligé finalement de les arrêter ou de leur dire allez, on passe à autre chose pour qu'ils lâchent l'affaire. Sinon, ils sont un peu obsessifs de la voix. Ils sont carrément obsessifs de la voix. Ça me rappelle un truc, ça, obsessif, obsession. Ouais, progression, tout ça. Exactement. Et oui, c'est cette obsession d'en réussir, d'en faire le geste, d'en arriver à faire le bloc à l'entraînement qui marque pour moi une grande différence. Et quelles conséquences ça a au final sur leur développement ? Ça a sur le développement que du coup, ils cherchent principalement des choses qu'ils n'arrivent pas encore à faire et qu'ils veulent faire. Fait qu'ils arrivent à développer des compétences qu'ils n'ont pas encore ou alors à les repousser et qui fait qu'ils sont jamais sur leurs acquis et ils cherchent toujours à aller plus loin. Voire même, des fois, quand c'est trop facile, finalement, ce bloc ou cette voie n'a pas de valeur parce qu'elle était trop facile. Il faut qu'elle soit dure pour qu'elle ait une valeur. C'est vraiment quand tu dis qu'il faut que ça soit dur pour que ça ait une valeur, parce que j'ai l'impression d'avoir accompagné beaucoup de jeunes athlètes qui étaient en mode je voudrais que ça soit plus facile, je devrais réussir du premier coup, jamais rater, etc. Et quand on arrive à les éduquer sur le fait que c'est quand c'est dur que ça a vraiment de la valeur, qu'on est vraiment content quand on gagne ou qu'on réussit, ça change la perspective. Et justement, quand tu disais ceux qui sont en équipe de France, eux, ils se disent pas que c'est impossible alors que les autres peuvent se le dire après 1 ou 2 voies ratées. Ça amène même à se demander, est-ce qu'ils pensent comme ça parce qu'ils sont en équipe de France ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils pensent comme ça qu'un jour, ils ont pu atteindre le niveau équipe de France ? On se demande toujours si c'est la charrue avant le bœuf ou le bœuf avant la charrue. Mais je trouve que c'est intéressant Moi, j'aime beaucoup dans tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit en snowboard, en coaching ou en entrepreneuriat. C'est un peu les 3 activités que je fais le plus dans ma vie. C'est de me dire, tiens, comment font les meilleurs ? Comment est-ce qu'ils pensent ? Et d'essayer de modéliser ça pour l'appliquer à un niveau en dessous. Et dans ce cas-là, ça a l'air drôlement intéressant. Ouais. Mais à l'inverse, des fois, c'est limitant pour eux. Parce que des fois, ils se disent que tant qu'ils n'ont pas réussi, ils sont pas bons ou assez bons. Et du coup, ils ont des fois tendance à s'enfermer dedans, à être obsessifs, mais dans le mauvais sens. Et du coup, à se dire que la séance n'avait pas d'intérêt parce qu'ils n'ont pas réussi à apprendre cette nouvelle compétence, à faire cette nouvelle chose, malgré tous les essais qu'ils ont pu y mettre. Et parce que chaque état d'esprit, chaque croyance, elle est toujours à la fois utile et limitante, ça dépend dans quelle dimension tu la prends. Ça me fait penser qu'à l'époque où moi je faisais beaucoup de trampoline et j'ai pris des cours particuliers avec un prof de trampoline, j'ai dans une situation où
quand j'en faisais sans lui, et même quand je faisais du snowboard sans lui, ou en général quand j'essayais d'apprendre de nouvelles figures, peu importe le sport, j'étais obsessif en mode bon, je décide que j'apprends celle-ci, et si j'y arrive pas 5 fois, je vais essayer 10, 15, 20, et je vais jamais lâcher, je vais faire que ça, jusqu'à des fois faire des très mauvaises séances d'entraînement où tu restes bloqué sur un truc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Gaëtan, lui, mon coach particulier en trampo, il avait cette tendance à me faire souvent changer, en fait. Plutôt que je bloque pendant 1h15 sur le même truc, et ben des fois si je faisais 10 minutes à essayer un truc et que ça marche pas, on allait faire autre chose, et soit plus tard dans la séance, soit la semaine d'après ou l'entraînement d'après, on revenait. Et c'est marrant de voir que comme ça la progression était finalement plus fluide. Alors ça m'a appris pour quand après j'étais seul à intégrer un peu plus cette façon de fonctionner que d'être complètement obsessif comme ça. Et ouais, je comprends. Il y a une autre situation dont tu voulais parler? Oui, tout à fait. Chez des grimpeurs de niveau régional, national, eux, c'est souvent l'estime d'eux-mêmes qui va être limitante chez eux. Ils vont souvent se dire je suis pas capable d'y arriver, je suis pas capable de le faire. Et ceux à haut niveau, c'est plutôt le statut de favori qui est difficile à gérer pour eux. On attend de moi que je sois à tel niveau, ou j'attends de moi d'être à tel niveau, d'arriver sur le podium, d'arriver à telle place. Et c'est ça qui va être très, très challengeant pour eux d'un point de vue mental, et qui va justement, des fois, les sortir de leur compétition. Comment tu les accompagnes là-dessus? Déjà, les questionner sur qu'est-ce que ça représente pour eux, ce résultat. Quelles sont leurs motivations profondes par rapport à ce résultat qu'ils nourrissent. Et ensuite, de vraiment travailler ensemble sur quel processus mettre en place pour finalement s'assurer, pas du résultat, mais ce qui dépend uniquement d'eux, c'est-à-dire de comment être performant là, maintenant. Du coup, par rapport à ça, il y a beaucoup de mise en place aux entraînements, de mise en situation, de compétition, et beaucoup d'échanges derrière sur qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, les feedbacks et les entretiens sont très importants pour arriver à réguler ces petites choses qui font qu'ils arrivent à avoir la bonne attitude, le bon état d'esprit pour être performants comme ils le sont, parce que ça, il n'y a pas de doute, ils ont justement ce niveau, mais c'est comment ils arrivent à l'exprimer le jour J. Ok. Merci d'avoir partagé ça dans cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Merci Nathan. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!